Les monstres d'Amphitrite, c'est une bande dessinée numérique, en tout cas on peut l'appeler comme ça. Alors moi je parle plus particulièrement de récit interface, puisque la forme que va prendre le récit dans cet objet numérique, c'est bien celle d'une interface. C'est l'interface qui est la forme du récit, exactement de la même manière que la forme d'un récit cinématographique c'est le film, ou que la forme d'un récit de bande dessinée est la bande dessinée. Alors ici, on a bel et bien affaire à quelque chose qui se présente sous la forme d'une interface graphique. C'est pourquoi je parle de ces récits interfaces. Mais c'est une interface graphique qui s'inspire, qui reprend les codes de la bande dessinée. C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Parler de bande dessinée numérique, c'est peut-être un peu inexact. On a plutôt affaire à une interface graphique, un récit sous forme d'interface, qui s'inspire des codes de la bande dessinée. Et donc immédiatement, on repère bien ces codes de la bande dessinée avec cette disposition sous forme de 4 cases juxtaposées. Et l'une des cases clignote, ce qui nous interpelle immanquablement. Et donc on va venir cliquer sur cette case et une autre va apparaître dans un autre emplacement. Elle va clignoter à son tour, nous indiquant qu'il faut cliquer. On va donc continuer comme cela, de cliquer de case en case, et à chaque fois on va faire apparaître une case dans un autre des 3 emplacements disponibles, 4 en tout, et tout ça c'est pas aléatoire, c'est complètement prévu, avec tout un parcours qui est entièrement calculé et complètement narrativisé évidemment. Alors pourquoi je parle de ça pour démarrer et non pas parler de l'histoire directement? C'est parce qu'on a affaire à un apprentissage, donc à travers ce prologue qui permet d'entrer dans l'histoire à proprement parler. On a aussi cette phase nécessaire d'apprentissage de l'utilisation, de la navigation, de la façon dont on va naviguer dans l'histoire et la façon dont on va l'activer, la dérouler. Donc c'est quelque chose de relativement intuitif, en tout cas je l'espère. Donc puisqu'on est invité à cliquer par ces clignotements et qui nous permettent normalement petit à petit au cours du prologue de comprendre ce fonctionnement. Donc exactement comme dans les jeux vidéo, on peut avoir cette petite phase d'apprentissage au début. Et donc ce faisant, on apprend à naviguer dans cette bande dessinée, donc on est de plus en plus à l'aise, normalement, théoriquement, et on entre en même temps dans l'histoire, donc qui est cette histoire des monstres d'Amphitrite, inspirée de la légende du lion de terre et du lion de mer. Alors cette légende du lion de terre et du lion de mer, eh bien c'est un épisode tiré de la mythologie, qui est une légende locale varoise, et donc j'avais demandé à Lise Ravou et les membres de la bibliothèque de me fournir éventuellement du matériel de base pour travailler, puisque dans le cadre de cette commande j'étais à la fois totalement libre, ce qui me rare et précieux, surtout dans le cadre d'une commande, et en même temps je n'avais pas forcément dans les tiroirs de projets numériques à ce moment-là, puisque je travaillais depuis quelques temps sur des projets papier, et donc en l'occurrence je ne savais pas vraiment vers quoi me tourner. On s'est mis d'accord pour travailler sur cette légende qui raconte donc l'histoire d'une princesse dont la belle-mère est jalouse de la beauté, jalouse de ses prétendants, et donc cette belle-mère va mettre la princesse, va l'endormir et la laisser dériver sur un bateau. Arrive un beau jeune homme qui marche sur la côte et qui aperçoit la demoiselle, en tombe immédiatement éperdument amoureux, et la rejoint sur sa barque. Alors bon, ici le récit, j'ai inversé un petit peu l'ordre des choses, donc on voit enfin apparaître la princesse et donc la rencontre qui va arriver. Et donc cette rencontre va mal tourner, puisque Amphitrite, la Néréide, qui sera plus tard l'une des femmes de Poséidon, va est amoureuse du jeune homme, et donc va être très jalouse de ce couple et va lancer des monstres à la poursuite de ce couple. Alors après, il y a plusieurs variantes, j'ai pu trouver plusieurs variantes, et j'ai choisi celle dans laquelle Amphitrite
est à la fois donc la belle-mère de la princesse et à la fois l'amoureuse, enfin est amoureuse en tout cas du jeune homme. Donc, ce qui crée un lien entre les personnages sur lesquels je me suis appuyé. Là, je vais continuer à aller jusqu'au bout du chapitre. Et voilà. Alors on voit ici la scène dans laquelle Amphitrite va créer les monstres qu'elle va lancer à la poursuite du couple, hein, qui va être donc pourchassé. Et dans la suite de la légende, c'est Poséidon qui va venir sauver le couple en transformant en pierre les deux monstres, et ce qui donnera donc naissance aux deux îlots que l'on peut voir au large de Saint-Raphaël, le lion de terre et le lion de mer. Voilà la légende qui explique l'origine de ces deux îlots à travers cette histoire. Alors en l'occurrence, je m'écarte totalement par la suite de cette histoire, de cette trame, dans la mesure où il se trouve que toute la période de gestation, de réflexion sur le scénario, sur l'histoire, a été quelque peu bouleversée pour moi par une année 2015 relativement difficile. Alors difficile évidemment au niveau de l'actualité, hein, comme chacun sait, difficile également sur le plan personnel, et donc plus j'avançais dans cette histoire, plus j'étais en train de me dire que c'était quelque chose d'assez vain, que voilà, c'était une énième fiction, que j'en avais déjà fait beaucoup, mais que finalement je me retrouvais pas forcément dans ce que je faisais, et notamment par rapport aux événements de l'actualité, aux événements également de ma vie personnelle. Et c'est à partir de là que je fais entrer en collision en fait toute cette année 2015, ce vécu, ces ressentis avec cette légende du lion de terre et du lion de mer. Donc c'est quelque chose de très expérimental, puisque l'avancée de cette histoire a été faite dans une grande improvisation volontaire, hein, voulue, recherchée, et de fait, ces monstres vont devenir quelque peu des métaphores de cette année 2015 difficile. Et donc on arrive à la fin de ce passage dans lequel Amphitrite a créé les monstres, et on a ici un choix, donc le choix d'aller voir soit le monstre de terre, soit le monstre de mer, et qui vont tous les deux être en quelque sorte des métaphores, des analogies avec des choses que j'ai pu ressentir ou vivre cette année. J'ai donc choisi de cliquer sur le monstre de mer, et j'arrive sur cette nouvelle séquence qui va donc nous montrer les événements que je lis à cette image du monstre de mer. Mais je vais arrêter de parler de l'histoire, ça je vais la laisser à votre lecture. Je laisse de côté donc le monstre de terre, je laisse de côté la suite de l'histoire, hein, ce qui arrive après que le couple ait été pourchassé par les monstres. Donc je ne montrerai pas autre chose que cette séquence. Simplement, j'aimerais vous parler une nouvelle fois de l'interface, très vite, mais pour en dire deux mots quand même, dans la mesure où, évidemment, elle est importante, elle donne toute sa forme au récit, et elle est également à l'origine de la conduite de la narration. En fait, c'est une interface que j'avais déjà pu expérimenter dans d'autres projets, mais sans vraiment l'approfondir, et qui est basée sur une théorie, disons, que j'appelle planche évolutive, qui est une des formes possibles que peut prendre la bande dessinée numérique, sachant qu'elle peut prendre des formes tout à fait innombrables, tant que la technologie, l'outil permet de la produire. Et donc j'ai choisi cette interface en raison de cet aspect évolutif qui m'intéressait énormément. Alors à savoir, quand je parle de planche évolutive, j'emploie cette expression dans la mesure où on a affaire à une planche qui n'est jamais figée, qui ne se lit jamais d'un bloc comme une page de bande dessinée traditionnelle, hein, mais qui est en perpétuelle transformation au fil des clics. Donc une organisation qui change en permanence, de nouvelles juxtapositions, donc de nouveaux liens entre les images en permanence, comme si la planche en fait était vivante, comme si quelque chose vivait, se tramait, comme si
comme si un monstre ou un serpent de mer, justement, pour faire référence à ce monstre, vivait, ondulait en permanence sous la planche. Et donc ça, c'était le premier point qui m'intéressait. Le second point, c'est en rapport, en lien direct avec mon processus de travail. Je parlais tout à l'heure d'improvisation, et bien c'est une histoire qui est en grande partie improvisée, pour des raisons pratiques d'une part, et puis tout simplement parce que c'est ma façon de travailler également d'autre part. Et que c'est tout à fait volontaire et recherché de ma part d'entrer dans ce jeu d'improvisation, justement pour pouvoir explorer. Donc ça laisse une marge, une grande ouverture dans les possibilités narratives et les possibilités graphiques. Alors donc, l'autre raison, la raison pratique, c'est que en raison des délais de la commande, je ne voulais pas entrer dans quelque chose de trop complexe techniquement. Or ça, c'est quelque chose que je maîtrisais déjà, et donc la forme préexistait à ce récit. Je ne savais pas encore ce que j'allais raconter, je ne savais pas encore comment ça allait se présenter, et je savais simplement que j'allais utiliser cette interface. De fait, l'interface que j'ai choisie devient une contrainte de création, au même titre que les contraintes utilisées par les auteurs de l'Oulipo, donc l'ouvroir de littérature potentielle, ou l'Oubapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle. Et donc, je cherche à me fondre, à explorer toutes les possibilités de ce cadre contraint. Donc c'est un cadre limité, mais à l'intérieur duquel, en explorant, en cherchant à pousser les limites de cadre, je vais explorer. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir déjà dans les quelques chapitres que j'ai montrés, et puis également dans les suivants. Finalement, il se trouve que, quasiment par hasard, au fil de cette improvisation, au fil de cette exploration de cette interface particulière, chaque chapitre en fait finalement un usage particulier. Donc ici, vous n'avez peut-être pas beaucoup vu, mais c'est un usage qui va jouer sur l'idée de durée. Donc c'est un chapitre qui joue sur la durée du couple. Je vais le recharger simplement pour vous montrer, avec cette fissure, cette brèche qui va grandir au fil de l'histoire de ce jeune couple. Donc, tout un jeu comme ça, alors que d'autres chapitres vont être basés sur des jeux beaucoup plus graphiques, ou d'autres formes de jeux encore, mais avec cette même interface préexistante.